Voilà, c'est bon pour le micro? Oui, très bien. Alors, juste, il faut le raccrocher parce que du coup, ils vont ouvrir là. C'est moi qui ouvre. Bonjour à tous. Alors, mes chers collègues, mesdames les sénatrices, ravie de vous accueillir ici. Peut-être quelques mots comme à notre habitude avant d'attaquer notre ordre du jour. Plusieurs informations à vous transmettre qui concernent les travaux de notre mission d'information sur le budget genré ou le budget intégrant l'égalité. On verra comment celui-ci sera nommé. Il sera présenté en plénière, donc le 16 mai. Nous nous réunirons à 17h pour cela. Puis un deuxième temps sur ce même rapport avec le jeudi 25 mai à 16h, nous recevrons notre ministre délégué chargé des comptes publics, Gabriel Attal, à qui nous présenterons donc ce rapport que nous aurons vraisemblablement adopté, pour lequel nous lui demanderons d'entendre sa réaction aux différentes recommandations qui sont formulées au titre de ses responsabilités. Donc voilà pour notre première mission. Lors du mardi 16 mai également, nous serons en mesure de désigner nos co-rapporteurs sur notre prochaine mission d'information que nous avons décidée en bureau. Elle portera donc sur la situation, l'accompagnement et l'accès finalement aux droits des femmes françaises qui sont expatriées, donc les droits au niveau international. Donc on fera un appel à candidature pour cette date-là. Par ailleurs, je vous informe que nous organisons, en lien avec l'Association des anciennes députées, une rencontre que nous avions déjà eu l'occasion de faire, et on en fait finalement le suivi avec notre délégation. Ce sera le mardi 30 mai à 17h et nous nous rencontrerons sur le thème de la situation des femmes en Afghanistan, en présence notamment de femmes afghanes réfugiées qui vivent en France et qui se sont particulièrement distinguées par leurs actions au service de leurs concitoyennes. Donc là, on sera donc le 30 mai, 17h, et vous recevrez bien évidemment l'ensemble de ces informations sur cette rencontre dans les tout prochains jours. Voilà un peu pour notre point actualité. Nous en arrivons maintenant à notre heure du jour. Mesdames les sénatrices, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes est ravie de vous recevoir aujourd'hui, honorée. Vous remercie chaleureusement de venir jusqu'à nous. J'ai souhaité ce temps d'échange particulier pour que vous puissiez nous éclairer sur le contenu de votre proposition de loi visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique, dont vous et Madame la Présidente Billon, vous avez été co-auteur et qui a été donc adopté par le Sénat le 5 avril. Nous avons suivi les débats. Le gouvernement a engagé la procédure accélérée sur ce texte et plusieurs demandes ont été présentées, notamment la mienne, pour qu'elle soit rapidement inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Et donc, il m'a semblé utile que nos membres soient parfaitement éclairés finalement sur les débats, sur le contenu de votre proposition de loi et vos avis sur la façon dont elle a été modifiée à la fois en commission et adoptée en séance. Donc nous vous remercions de vos éclairages, mesdames, et nous serons attentives, évidemment, poursuivre ces travaux au sein de notre Assemblée et le faire évoluer. En tout cas, nous étudions aujourd'hui ce texte dans sa version actuelle. Mesdames les sénatrices, je vous laisse organiser votre parole. On vous propose donc de démarrer. Vous avez un temps de parole, environ 15 minutes peut-être pour démarrer, si vous voulez bien. Merci. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le rapporteur, merci de nous accueillir et merci de prendre autant d'intérêt à notre proposition de loi. L'aventure de cette proposition de loi commence avec un rapport que nous avons mené, Dominique et moi-même, dans le cadre de la délégation aux droits des femmes, sur les 10 ans d'application de la loi Sauvadet. Ce rapport, nous l'avons intitulé « Parité dans la haute fonction publique, changer de braquet 10 ans après la loi Sauvadet », parce que les nombreuses auditions que nous avons menées nous ont permis de voir que la cible qui avait été choisie par la loi Sauvadet, à savoir
celle du nombre de primo-nominations ne permettait pas d'atteindre l'objectif fixé idéalement de modifier le stock de femmes réellement en fonction dans la haute fonction publique. Donc la loi Sauvadet a permis, certes, des avancées, puisqu'elle a fixé un quota de 40% de primo-nomination, et que ce quota a effectivement été atteint en 2017, avec des hauts et des bas, avec un certain nombre de régressions, mais néanmoins a été atteint en 2017. Mais ce n'est pas pour autant que le nombre de femmes en situation de responsabilité dans la haute fonction publique a été pour autant augmenté significativement, puisque le constat, vous le connaissez, c'est que les femmes dans la fonction publique occupent un effectif, ont un effectif de 66% et qu'elles occupent seulement un tiers des postes à responsabilité. En fait, elles sont 24% à occuper des emplois de cadres supérieurs et 14% des emplois de cadres dirigeants. Donc, on est loin du compte. Cette cible des primo-nominations n'est décidément pas la bonne stratégie en réalité. Le nombre également, le nombre des auditions que nous avons menées nous a amené à faire un certain nombre d'autres constats et nous a permis de voir que la pleine efficacité des quotas se heurtait à de nombreuses résistances. Par exemple, nous avons constaté qu'il y avait des décalages dans les statistiques qui étaient produites par la fonction publique et qu'il y avait un décalage de 2 ans qui ne permettait pas de faire avancer significativement le calendrier que fixé par la loi Sauvadet en l'occurrence. Ensuite, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait, selon les ministères, selon les années, des mesures d'assouplissement, d'agrandissement, d'élargissement du périmètre ou d'adaptation du périmètre pour réussir à témoigner du chiffre obtenu de postes de responsabilité dans la fonction publique, en fonction des ministères et en fonction des situations. Il y avait des détournements, des contournements en quelque sorte de la loi. Ensuite, ce que l'on a vérifié, c'est qu'il y avait des comptabilisations agrégées des emplois, c'est-à-dire qu'un poste de sous-préfet ou un poste de préfet était comptabilisé de la même manière. Ensuite, nous avons également vu quels étaient les ravages, c'est un peu excessif, quelles étaient les limites de l'arrondissement inférieur, puisqu'il permettait de constater que l'objectif de 40% était atteint à l'unité inférieure. Ensuite, dire que certains employeurs publics, et en particulier des ministères, payaient des pénalités financières plutôt que de parvenir aux 40% exigés en termes de primo-nomination, et en particulier dans un certain nombre de ministères traditionnellement masculins, comme le ministère de l'Intérieur ou le ministère de l'Économie et des Finances. Et donc, le montant de ces pénalités financières était chaque année environ d'1 million d'euros, même s'il faut constater qu'un certain nombre de ministères menaient des actions tout à fait volontaristes pour promouvoir des femmes. Ensuite, ce qui nous est apparu assez inconcevable, j'allais dire, c'est de vérifier que nous étions plus sévères ou plus exigeants avec le monde de l'entreprise, avec la loi Rixain de 2021, qu'avec la fonction publique qui n'avait pas mis en œuvre d'index pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Et nous pensions qu'il fallait absolument que la fonction publique, qui emploie 5,7 millions d'agents,
soit absolument exemplaire et soit justement un miroir de ce que nous voulions faire en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. Cela représente, il faut le dire, 20% de l'emploi en France et il y a 62% de femmes parmi ces 5,7 millions d'agents. Donc, les imperfections de cette loi Sauvadet nous ont poussé, nous ont amené à déposer une proposition de loi, Dominique et moi-même, et notre présidente s'est jointe à nous pour déposer cette proposition de loi. Nous l'avons fait le 14 novembre 2022 et nous avons intitulé cette proposition de loi visant à renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. Alors, si vous le voulez bien, je vais continuer mon propos en vous décrivant les 4 articles de la proposition de loi et Dominique prendra la suite en vous racontant comment se sont déroulés les allers-retours avec la commission des lois et avec la rapporteure et ensuite comment se sont déroulés les débats dans l'hémicycle. Alors, vous dire que nous avons donc décidé de faire, parce que l'exercice des propositions de loi est toujours très contraint, vous le savez, au niveau du temps, et donc nous avons décidé de nous concentrer sur 4 articles et 4 points qui nous semblaient tout à fait importants et moteurs de changement dans le domaine. Donc pour l'article 1er, nous l'avons consacré à supprimer toute dispense de pénalité financière. Aucun employeur public ne pouvant se soustraire au quota de primo-nomination sous peine de pénalité financière. Ensuite, l'article 2, que nous avons appelé avec mon collaborateur Marco Frison, « Faire preuve d'ambition ». L'article 2 relève à 50% le quota de primo-nomination du sexe sous-représenté. Ce quota pouvant aller jusqu'à 60% si les postes concernés ne sont pas occupés par 40% de personnes de chaque sexe afin d'accélérer le rééquilibrage. Pardon, c'est toujours un peu technique ces pourcentages et les débats ont été d'ailleurs aussi un peu techniques. Ensuite, l'article 3, faire preuve de cohérence, élargit le périmètre des emplois concernés par les quotas, très important. Ainsi, ne sont plus concernés les seuls emplois de direction, mais tous les emplois d'encadrement supérieur et de direction de l'État, des établissements publics de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale et de la fonction publique hospitalière. C'est ainsi que de 6 000 postes concernés par la loi Sauvadet, nous proposions de passer à 21 600 postes afin d'augmenter significativement le nombre de femmes dans ces postes de responsabilité. Nous avions fixé également un seuil pour les collectivités concernées que nous avions donc abaissé à 20 000 habitants contre 40 000 habitants. Et enfin, article qui a trouvé celui-là la faveur de la rapporteure, c'est l'article 4 avec l'index de l'égalité professionnelle. Donc, comme je vous le disais, depuis la loi Rixain, la fonction publique était vraiment en retard, on va dire, sur l'évolution des choses. Et donc, nous avons dans notre proposition de loi défini des critères et indicateurs objectifs permettant de mesurer le degré de mise en œuvre d'une politique d'implication des employeurs publics dans la mise en place de l'égalité professionnelle et salariale. Voilà résumé le contenu des 4 articles auxquels nous tenions, n'est-ce pas, Dominique, beaucoup. Et donc, nous voici dans le monde réel. Après le monde rêvé, voici le monde réel et ça n'a pas été simple. Parce que assez rapidement, je me suis rendu compte qu'à la commission des lois, le fait de faire passer, quand bien même, pour le coup, François Sauvadet
aurait fait partie de la majorité sénatoriale s'il devait être sénateur, le principe des quotas était quelque chose qui avait du mal à trouver prise au sein de la commission des lois. On a donc veillé à prendre une rapporteure LR pour qu'elle soit vraiment dans la majorité de la majorité sénatoriale. Mais la première chose qu'elle me dit, c'est « Ah ouais, mais moi, j'aime pas beaucoup les quotas. » Je dis « Ah zut, petite erreur de casting. » Mais bon, c'est pas grave, il y a eu des auditions et donc elle a pu se rendre compte que quand même, c'était des choses nécessaires. Mais il est vrai qu'on a dû quand même faire un peu face à un détricotage de notre texte initial. Alors, voilà, quelques discussions, mais voilà à quoi nous en arrivons aujourd'hui. L'article 1er qui supprimait les pénalités, la dérogation qui permettait d'échapper aux pénalités reste, mais avec une application en 2029. Bon, nous avions une discussion tout à l'heure pour savoir qu'est-ce que le ministre, est-ce qu'il était très allant sur le sujet. Je pense que la date un peu reculée devait lui aller aussi. À mon avis, il n'a pas fait... voilà. L'article 2 sur le flux. Vous savez, on parle de flux de stock. Donc, le flux, c'est les primo-nominations. Au lieu de 50%, ils sont restés à 45%. Alors, c'est vrai que le 50%, c'est très compliqué, puisque c'est parfois difficile sur un nombre impair, comment on fait pour avoir pile poil 50%. Donc, il faut pouvoir avoir un petit peu de souplesse. Là encore, le ministre préférait les 45%, et d'ailleurs, il a déjà annoncé les 45%. Donc, on sait déjà quelle est sa position assez clairement sur le sujet. Donc là, on a 45% au 1er janvier 2025. Moins d'élargissement que ce qui était prévu, mais une plus grande précision des emplois, parce qu'il faut savoir aussi que les ministères qui n'étaient pas toujours bons élèves, pour éviter d'avoir quand même des pénalités à payer, chaque année, changer un petit peu le périmètre des emplois concernés, ce qui fait que quand ils avaient des femmes sur tel périmètre, du coup, ou à tel endroit, ils le mettaient dans le périmètre, et puis s'ils en avaient moins, ils changeaient un peu le périmètre de telle sorte qu'ils aient toujours des femmes. Enfin, voilà, c'était assez fluctuant. Le fait de bien préciser quels sont les emplois concernés va éviter d'avoir ce genre de louvoiement. Donc, c'est quand même une bonne chose. Et par contre, et là aussi, c'était une demande du ministère, le fait que pour les ministères qui avaient plus de difficultés, parce que autant les affaires sociales où il y a 70% de femmes, on se dit que c'est quand même le comble s'ils n'arrivent pas à avoir 45% de primo-nomination et à minimum 40% dans les stocks. Autant on sait que le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur, les armées, globalement, ont quand même moins de femmes. Et donc, on peut comprendre que le sujet soit un petit peu différent. Et donc là, il y a un rattrapage progressif qui leur est demandé. Pour les collectivités... la date qui est du 1er janvier 2025 pour tout le monde, là, a été passée. On garde bien le 45% au lieu du 40% pour les primo-nominations, mais c'est à partir du renouvellement de ces collectivités. Donc, renouvellement de la région, renouvellement du département, etc. Je ne suis pas sûre que ce soit tout à fait nécessaire, mais voilà. Nous sommes au Sénat, donc vous savez qu'au Sénat, on soigne particulièrement les collectivités. Puis, il me semble que nous avons une élection au mois de septembre. Donc, peut-être que ceci peut expliquer cela. Article 3. On n'a donc pas vraiment élargi la gamme des emplois. Par contre, on a élargi le nombre d'établissements. Alors, le nombre d'établissements publics, puisqu'il y avait trop peu d'établissements publics qui étaient concernés. Donc, voilà. Donc, ça ne va pas aussi loin que ce qu'on voulait, mais ça élargit malgré tout. Un article 3 bis a été créé et pour le coup, alors là, c'était une erreur de notre part, vraiment. Je ne sais pas, on en a tellement parlé du fait qu'en plus du flux, il fallait vraiment mesurer le stock qu'on a juste oublié de le mettre dans notre texte.
Donc, cet article 3 bis, donc là, la rapporteure a bien compris l'intérêt du stock, donc a créé le fameux stock à 40% à partir du 1er janvier 2029. Là encore, on se laisse du temps, mais l'important, c'est qu'il soit inscrit. Donc, le stock est inscrit avec, tout comme pour le flux, une progressivité pour ceux qui sont loin des 40%. Et là, une pénalité est créée, mais une pénalité possible jusqu'à 1% de la masse salariale. Et grâce à un très bon amendement de Martine Filleul passé dans l'hémicycle, une publicité doit être faite pour les mauvais élèves, pour ceux qui ont une pénalité. Alors, ça doit apparaître sur le site du ministère pour que, voilà, on fasse un peu, parce que plus encore que la pénalité, bien faire valoir, et surtout faire valoir que ils sont de mauvais gestionnaires puisqu'ils ont dû payer cette pénalité plutôt que d'être de bons élèves sur la parité. L'article 4 sur l'index, bon, là, rien à dire. Il est passé 1er janvier 2024 pour l'État et ses ministères, 1er janvier 2025 pour les collectivités territoriales. Même explication probablement qu'avant. Article 5, publication... ah oui, alors ça, c'est ce qui est fait pour les collectivités. Il y a une publication des 10 rémunérations les plus élevées avec le rapport homme-femme qui, jusqu'à présent, s'appliquait aux collectivités de plus de 80 000 habitants. Et là, pour plus de cohérence, ils ont ramené le seuil à 40 000 habitants. Donc ça aussi, c'est plutôt positif. Voilà, donc des choses en plus, des choses en moins. Un texte de compromis. On a senti qu'on est allé, je crois, dans la négociation par rapport à la commission des lois, à sa rapporteure, au plus loin qu'on pouvait aller, puisque un certain nombre de sénateurs de la majorité sénatoriale se sont abstenus sur le texte. N'ont pas voté contre, puisque c'était un texte de la majorité, mais se sont quand même abstenus. Donc voilà. Mais le texte, après, est passé largement. Mais c'est pour vous expliquer où on en est de cela. Et puis, et effectivement, parfois, on se dit, le ministre était assez allant. Il l'était, mais cela dit, on retrouve quand même des chiffres qu'il a déjà annoncés, notamment le 45% plutôt que le 50%, etc. Donc après, voilà, la question, c'est la suite. La question qu'on se posait, c'est quand on est en procédure accélérée, on a une commission mixte paritaire, alors que sinon, on a une deuxième lecture, donc ça peut prendre du temps. C'est toute cette réflexion à avoir pour savoir si vous souhaitez aller plus loin ou pas. Merci à vous, mesdames les sénatrices, pour vos propos extrêmement passionnants et la vivacité dans laquelle vous nous emmenez. Avec plaisir, on reprendra les travaux. Donc, on a le plaisir d'avoir le rapporteur qui a été nommé pour la majorité, la commission des lois, donc Guillaume Gouffier-Cha, à qui je donne la parole pour le groupe Renaissance. Merci, Valente. Merci Madame la Présidente et merci à Madame les sénatrices pour votre présence parmi nous aujourd'hui, quelques jours après l'adoption de ce texte. Je tiens tout d'abord et au nom de mon groupe à saluer la qualité de l'ensemble des travaux que vous avez menés. Quand je dis l'ensemble, c'est les rapports qui ont précédé cette proposition de loi, le rapport d'évaluation de la loi SOADE qui permet de revenir sur toutes les mesures qui ont été prises au cours des 10 dernières années pour réduire les inégalités d'accès au poste à responsabilité des femmes au sein des différents versants de la fonction publique, mais également de donner les réalités du terrain. On en parlait avant le début, parce que c'est beaucoup de chiffres, 40-45% des index. La réalité, c'est des inégalités très fortes d'accès. C'est moins d'un tiers des postes à responsabilité auxquels accèdent les femmes au sein de la fonction publique. Ce sont des inégalités de salaire encore fortes, 12% d'écart salarial entre les femmes et les hommes au sein de la fonction publique, et donc beaucoup de choses à corriger. Et en transparence, vous nous avez bien transmis la manière dont sont passés les travaux et les invitations sur les pistes de travail. Salut également notre présidente Véronique Rioton, qui depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, nous souligne l'importance de tout de suite reprendre ce texte pour aller le plus vite possible avec le président Houllier. Et cela se traduit par cette audition aujourd'hui et un calendrier qui nous permettent de discuter ce texte le 12 juin prochain en séance ici. Maintenant, j'aurai plusieurs questions pour essayer de tenir le temps. D'abord, sur la première partie qui concerne les inégalités d'accès
aux emplois. Vous avez parlé des périmètres. Aujourd'hui, seuls 6 000 emplois sont concernés effectivement par ces primo-nominations. Comment aller plus loin sur ce périmètre? Vous avez fait des propositions, mais comment aller plus loin, notamment dans la définition, afin d'élargir le périmètre? Deuxième point, sur le stock que vous avez évoqué, 2029 paraît un peu loin. Comment atteindre cet objectif, et peut-être avec des dates avant pour permettre d'atteindre cet objectif en 2029? Autre question qui concerne cette fois-ci les inégalités salariales sur l'index. Comment, très concrètement, le rapport social unique instauré par la loi de 2019 peut être utile à la création de cet index? Et comment voyez-vous les travaux de création de cet index? Enfin, sur les seuils, ne pourrions-nous pas aller plutôt vers des seuils à 20 000 plutôt que 40 000 pour l'ensemble de ces mesures, qu'il s'agisse des primo-nominations, des stocks ou de la mise en place de l'index? Je vous remercie. Merci à vous. Pour le Rassemblement national, la parole est à Madame Christine Angrin. Voilà. Excusez-moi. Merci Madame la Présidente. Mesdames les sénatrices, merci pour ces informations. Chers collègues, la présente proposition de loi entend s'inscrire dans la filiation de la loi Sauvadet de 2012, en relevant l'objectif de primo-nomination à 45% et en instituant aussi des objectifs en termes de stock. Vous suggérez ainsi d'imposer la présence de 40% de personnel féminin au poste de direction et d'encadrement de la fonction publique d'ici 2029, afin de durabiliser la présence des femmes à ces postes. C'est sur ce point que portent mes interrogations. L'on sait en effet que certaines administrations sont encore rétives aux évolutions et n'ont pas profité des 10 dernières années pour faire évoluer paritairement leur composition. C'est notamment le cas du ministère de l'économie, où l'on dénombre seulement 27% des femmes aux postes clés. Mon inquiétude principale est qu'une échéance trop courte risque de décourager d'avance les administrations à se féminiser, les mauvais élèves préférant continuer à régler leur amende, ou qu'elle n'impose au contraire une inégalité de fait dans les primo-nominations, avec une inversion radicale des rapports, excluant les hommes des nominations dans les ministères où ils sont surreprésentés, par un effet de rattrapage à marche forcée en faveur des femmes. Aucune donc de ces deux solutions n'étant satisfaisante du point de vue de l'égalité homme-femme. J'aimerais donc savoir si votre étude a permis d'estimer le nombre de femmes que doivent recruter les ministères à la traîne pour atteindre un stock de 40% d'ici 2029. Le cas échéant, avez-vous pu évaluer la faisabilité d'un tel rattrapage vis-à-vis des places libérées chaque année jusqu'en 2029 et ses conséquences sur la répartition des primo-nominations entre les hommes et les femmes? En somme, est-ce que le choix de 2029 est un nombre magique ou s'agit-il d'une échéance raisonnable et réaliste pour le développement de la parité homme-femme? Merci. Merci. La parole est à Pascale Martin pour la France Insoumise. Merci Madame la Présidente, Mesdames les rapporteurs. Merci d'être venus nous présenter votre PPL qui met en place les améliorations nécessaires à la loi Sauvadet. Comme vous l'avez rappelé, les mesures imposées depuis 10 ans par la loi Sauvadet n'ont pas permis d'atteindre la parité dans la haute fonction publique et il est temps de passer à la vitesse supérieure. Mon groupe LFI-NUPES est favorable à votre proposition de loi, même si nous déplorons que sa portée ait été amoindrie par différents amendements sénatoriaux et gouvernementaux. Cependant, il y a un point en particulier qui nous interroge, la mise en place dans la fonction publique d'un index de l'égalité professionnelle, similaire à l'index Pénicaud qui existe dans le privé. Même si les écarts de salaire entre les femmes et les hommes persistent dans la fonction publique, y compris à poste et échelon équivalents, nous nous interrogeons sur l'utilité d'un tel index pour remédier à cette inégalité. En effet, dans le secteur privé, vous le savez, cet index s'est révélé complètement inefficace pour réduire les écarts salariaux. Seule la moitié des entreprises concernées respectent cette obligation. De nombreuses entreprises font des choix méthodologiques très discutables dans le calcul de l'index, comme l'a montré l'Institut des politiques publiques dans son rapport publié en mars dernier. Ces modes de calcul bien arrangeants peuvent mener à cacher la réalité des inégalités de salaire. J'aimerais donc m'interroger avec vous sur les améliorations qui pourraient permettre d'éviter des problèmes similaires dans la fonction publique. Le fait que l'article 4 renvoie entièrement les modalités de cet index à un décret nous semble inquiétant. Cela ouvre la porte à des modes de calcul qui pourraient avoir pour effet de minimiser les inégalités.
Si un tel index est mis en place, il doit au moins nous permettre d'obtenir des données fiables et homogènes sur les inégalités existantes. D'autant que, comme vous le soulignez vous-même, les employeurs publics ont un devoir d'exemplarité dans ce domaine. Merci. Merci. La parole pour les Républicains est à Virginie Duby-Muller. Merci Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de saluer cette initiative transpartisane, car comme vous le soulignez très justement, si la loi Sauvadet a permis de faire des progrès en matière de parité, force est de constater que les femmes pâtissent toujours d'un plafond de verre, notamment dans la fonction publique. Il aura fallu attendre 2020 pour que le taux de 40% de femmes pour les nominations aux emplois supérieurs et dirigeants soit atteint dans les 3 versants de la fonction publique. Le constat est sans appel, seul un tiers des postes à responsabilité de la fonction publique sont occupés par des femmes, et ce, donc 10 ans après cette loi qui visait à parvenir à la parité dans la fonction publique. C'est pourquoi je salue l'initiative de nos collègues du Sénat pour réparer ces imperfections, ainsi que vous l'avez dit, qui traduit dans la loi 4 des 12 recommandations qui avaient été faites par la délégation aux droits des femmes en juin 2022 dans son rapport évaluant justement ces 10 années d'application de la loi Sauvadet. Votre proposition visant à accélérer la féminisation de la haute fonction publique a pour objectif de rendre cette loi plus efficiente avec le renforcement de pénalités financières pour les employeurs publics, la relève du quota à 45% au moins de personnes de chaque sexe dans les postes supérieurs et dirigeants des 3 versants de la fonction publique, ou encore l'instauration de l'index de l'égalité professionnelle. Tout cela me semble être autant de mesures concrètes pour accélérer cette féminisation de la fonction publique. La mise en œuvre d'ailleurs de cet index me paraît essentielle pour répondre à un enjeu d'exemplarité de l'État. Néanmoins, dans un contexte de baisse de l'attractivité de la fonction publique, je souhaitais connaître les mesures savoir si ces mesures vous semblaient suffisantes et si vous identifiez encore certaines difficultés qui pourraient survenir dans leur mise en œuvre effective. Par ailleurs, le texte a été fortement amendé par rapport à sa version initiale. Donc, quels sont vos plus grands regrets ou vos plus grandes frustrations qui pourraient être réparées, le cas échéant, lors d'une commission mixte paritaire? Merci. Merci. La parole pour les socialistes à Marie-Noëlle Battistel. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Mesdames les sénatrices, pour ce travail qui était nécessaire 10 ans après l'application de la loi Sauvadet. Vous l'avez dit vous-même, il faut changer de braquet, et je voulais saluer à la fois votre enthousiasme et votre volontarisme pour nous ouvrir et nous montrer la voie, et en tout cas nous avoir relaté à la fois les propositions que vous avez faites, mais aussi les débats, ce qui est important pour nous, puisque j'aurai 3 interrogations sur ce texte, mais en même temps il est aussi important que vous puissiez nous dire, parce que si nous allons beaucoup plus loin à l'Assemblée, encore faut-il ensuite que ce soit accepté, et notamment dans des commissions mixtes paritaires. Donc, où va être le curseur pour que... Parce qu'il vaut mieux faire des petits pas que pas de pas du tout. Et donc, voilà, on a aussi besoin de cette appréciation. Et donc, merci beaucoup pour ces retours. Donc, mes interrogations portent sur les domaines où il y a trop peu de femmes dans certains secteurs et où, vous l'avez dit vous-même, quelquefois les périmètres évoluer selon les secteurs d'activité, parce qu'il faut également, c'est peut-être pas l'objet de ce texte, mais envisager de développer à la fois des méthodes de travail de nature à favoriser une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, au bénéfice évidemment de tous, femmes et hommes, mais qui inciterait peut-être davantage de femmes. J'ai des réserves également sur l'index égalité femmes-hommes. Bon, il est assez critiqué dans le secteur public, et malgré la bonne volonté et l'indicateur qui est un bon indicateur, il s'avère quand même assez inefficace dans beaucoup d'endroits. Est-ce que vous avez des mesures d'encadrement complémentaires qui permettraient de le rendre plus coercitif et plus efficace? Et ensuite, peut-être des propositions en amont sur l'accès des femmes aux formations pour qu'elles puissent ensuite accéder à des postes dans la haute fonction publique, parce qu'aujourd'hui, on a aussi des freins au plus haut niveau, et vous l'avez d'ailleurs dit avec les chiffres que vous nous avez donnés sur la place des femmes dans ces responsabilités. Merci beaucoup.
Merci. Pour le groupe Horizon, la parole est à Agnès Carrel, que nous accueillons aujourd'hui nouvellement dans notre délégation. Donc, bienvenue à vous, Agnès. Merci pour ce petit mot d'accueil. Merci, Madame la Présidente. Merci, Mesdames les sénatrices, pour votre présentation énergique. C'est un plaisir de vous entendre. Alors, depuis le 1er janvier 2013, la loi Sauvadet impose un taux minimal d'hommes et de femmes parmi les personnes nommées pour la première fois aux principaux emplois supérieurs et dirigeants de l'État, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière. Pour autant, la féminisation des emplois supérieurs et de direction de la fonction publique reste très relative, puisque les femmes occupent entre un tiers et 40% de ces emplois, avec des écarts importants selon les domaines et au sein de chacune d'entre eux. Les dispositifs de cette loi restent donc à compléter. Afin d'accélérer la féminisation des postes à responsabilité dans la fonction publique, votre proposition de loi initiale visait, et vous nous l'avez bien expliqué, à l'aide de 4 axes à certaines obligations et pénalités financières. On a aussi compris que certains préféraient payer que de réguler la situation ou régulariser la situation. Je partage bien évidemment l'objectif général de votre proposition de loi, car 10 ans après l'entrée en vigueur de la loi Sauvadet, la présence des femmes aux postes à responsabilité est encore minoritaire et il convient donc d'avancer dans cet objectif de parité. Pour autant, nous devons être attentifs à la mixité dans tous les métiers. Dans le versant territorial, les femmes représentent ainsi 95% des filières sociales et médico-sociales, 82% des agents de la filière administrative, mais seulement 5% des agents de la filière des sapeurs-pompiers professionnels et 12% des agents de la filière technique, par exemple. Dans l'hospitalier, 74% des directeurs de soins et 67% des directeurs d'établissements sanitaires, social et médico-social sont des femmes. C'est la raison pour laquelle il faut faire entrer, par exemple, plus d'hommes maintenant, par exemple, dans la magistrature ou dans certains emplois dits sociaux ou médico-sociaux et davantage de femmes à des postes techniques ou dans l'ingénierie. Nous devons donc éviter que ces disparités s'accentuent. Pour s'attaquer au fond du problème, nous devons avant tout aussi faire sauter les verrous de ces stéréotypes de genre dans les formations et dans les métiers. Plus largement encore, peut-être revoir les programmes scolaires qui, dès le plus jeune âge, sont souvent clivants et n'ouvrent pas suffisamment certaines voies professionnelles. Votre proposition de loi transpartisane est une étape et va dans le bon sens. Elle renforce la féminisation des postes à responsabilité de la fonction publique. Mais cette proposition ne pourra pas régler le fond du problème. En effet, le management et le mode de fonctionnement de la fonction publique doivent être modernisés afin de permettre une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Avez-vous des pistes autres de réflexion dans ce domaine? Et par ailleurs, petite question, qu'en est-il des collectivités qui, en bonnes élèves, ont pris de l'avance et ont plus de femmes en responsabilité que d'hommes? Seront-elles sanctionnées? Merci, mesdames. Merci, chers collègues. La parole est à Émilie Chandler pour le groupe Renaissance. Madame la Présidente, Mesdames les sénatrices, c'est avec plaisir que je retrouve Dominique Vergnon ici, avec qui nous avons bien travaillé le rapport sur les violences intrafamiliales et je sais votre engagement. Tout d'abord, Mesdames les sénatrices, je tiens à saluer le travail que vous avez accompli en faveur de la place des femmes dans notre société et par cette proposition de loi dans le service public. Le 8 mars, la Première ministre, Madame Elisabeth Borne, et la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes ont présenté le plan interministériel pour l'égalité. Dans ce plan, l'un des leviers à mobiliser pour accélérer l'égalité dans la fonction publique est notamment de renforcer le dispositif de nomination équilibrée dans la fonction publique avec un objectif de parité sur le quinquennat, comme vous nous l'avez présenté. Je n'ai qu'une seule question. Votre proposition de loi, dans sa version adoptée par le Sénat, propose que le taux de nomination dans les emplois de l'administration soit d'au moins 45%. Initialement, vous aviez retenu le taux de 50%. Se pose donc la question de la raison de ce changement de taux. Vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, mais je sais que vous êtes très transparente sur la méthode et je pense que ça pourrait être très utile pour nous dans la suite de nos débats de comprendre comment on a changé ce taux. Merci. Merci à toutes. J'ai jusque-là, j'ai personne d'autre qui veut intervenir.
et vous me le dites si besoin. J'aimerais juste, moi, deux ouvertures. Une première question qui est quand même sur l'amendement gouvernemental sur l'ouverture au cabinet ministériel qui n'a pas été adopté. Avoir votre avis sur le sujet, puis finalement dans les débats, comment ça s'est posé. Et puis une réflexion dans le privé. On sanctionne les demandes liées à l'emploi à travers le nombre de salariés. Or, les collectivités en raisonnent 20 000, 40 000, 80 000. Ne serait-il pas plus pertinent de raisonner en termes de nombre d'agents, de nombre de salariés, plutôt que d'un indicateur lié aux habitants qui ne dit rien de la qualité employeur de la collectivité? Je vous remercie. Merci de vos questions nombreuses et fort riches. Je pense que Dominique et moi allons nous compléter comme nous l'avons fait pendant l'essentiel de notre démarche. Donc je démarre, Dominique, si tu m'y autorises. Donc une de vous demandait quel était mon plus grand regret par rapport au texte auquel nous aboutissons. Eh bien moi, ce qui me pose vraiment problème, c'est que nous n'ayons pas réussi à augmenter le périmètre sur lequel cette loi s'exercera, puisque nous avions prévu, je vous le rappelle, 21 600 emplois et qu'au final, nous sommes revenus au point de départ, à savoir 6 000, ce qui est vraiment, de mon point de vue, très, très limité. Donc ça, c'est un grand regret pour moi. Et je voulais justement, Madame la Présidente, revenir sur le fait que un des éléments bloquants, ça a été cette question des collectivités et du nombre d'habitants. Il faut savoir que les associations d'élus, France Urbaine, l'Association des maires de France, proposaient que nous adoptions un autre mode de calcul, celui du nombre d'agents, et de compter en fonction du nombre d'agents supérieur à 3, le nombre de femmes proportionnellement qui devaient être en responsabilité. Mon groupe a déposé un amendement à ce propos, mais il n'a pas été voté, pas retenu ni par le ministre, ni d'ailleurs par la rapporteure. Et donc le vote a été négatif. Donc ça, c'est vraiment pour moi un des grands regrets. Vous posiez également la question de savoir si nous pouvions réussir à recruter effectivement plus de femmes en fonction des quotas déterminés d'ici à 2029. Moi, bien sûr que je pense que c'est possible, sous réserve que nous accompagnions les femmes dans leur parcours de carrière et qu'il y ait au niveau de la fonction publique une vraie politique de ressources humaines. Vous parliez de modernisation, Madame la députée, de la fonction publique. C'est effectivement nécessaire, et aussi tout particulièrement sur la question des ressources humaines. Il faut renforcer le vivier des femmes susceptibles d'occuper des postes d'encadrement supérieur et imaginer des parcours et des progressions de carrière qui permettent effectivement d'arriver à ce nombre de postes plus importants dans l'encadrement, enfin dans les postes de direction. Il faut également réfléchir sur la question de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle pour que ces postes de direction soient dans la durée bien occupés par les femmes qu'on aura installées aux responsabilités et qu'elles ne quittent pas ces fonctions parce que c'est incompatible avec des responsabilités familiales et ou que ça devienne ingérable parce que des horaires pas compatibles avec leur vie familiale. Donc c'est possible, sous réserve aussi que les femmes soient accompagnées dans leur parcours et qu'on leur prête aussi toute l'attention qu'elles méritent. Il y a des questions également qui ont été posées sur l'index et sur les limites de l'index Pénicaud. Ces limites ne nous ont pas échappé à Dominique, à moi-même et à la délégation aux droits des femmes. Les unes et les autres, nous intervenons largement sur le sujet quand nous auditionnons les différentes ministres pour que cet index soit amélioré, qu'il y ait de nouveaux
des nouveaux critères en fait qui soient installés dans cet index Pénicaud. Vous connaissez l'argument des ministres, je pense, par cœur. Elles disent qu'il faut que cet index ait vécu un peu plus longtemps pour qu'on mesure mieux les limites et qu'on puisse les améliorer au bout de 5 années, alors que je crois qu'il n'y a que 3 ans maintenant d'existence, ou 4 ans de l'index Pénicaud. Et donc, voilà, ces limites ne nous ont pas échappé. Et c'est ce pourquoi, dans les travaux que nous avons menés avec le ministre Stanislas Guerini, nous avons demandé à être associés à la rédaction du décret. Et nous ne manquerons pas, dans le travail que nous allons mener avec lui, eh bien, d'essayer justement d'être exemplaires et de faire mieux que l'index Pénicaud dans la fonction publique, qui se doit vraiment d'être exemplaire. Alors, je rejoins également les remarques qui ont été faites sur les stéréotypes de genre, qui est vraiment à l'origine des métiers très féminins, uniquement féminins, et des métiers masculins. Et bien sûr, on ne peut pas se satisfaire de faire ce type de proposition de loi et de voter ce type de loi si on ne mène pas un travail très en amont sur l'éducation que reçoivent les filles dans les familles, parce que, bon, il reste encore beaucoup de vieux schémas à déconstruire, et également à l'école. Et c'est vrai que l'orientation dans notre système scolaire pêche beaucoup et qu'il mériterait, ce système, d'être, de mon point de vue, revu, retravaillé intégralement. C'est vraiment... il est vraiment insatisfaisant par le temps qui est consacré, par la professionnalisation également des intervenants. Et je crois que nous avons de gros progrès à faire dans ce domaine-là. C'est un peu en vrac, je m'en excuse, mais j'espère vous apporter des éléments de réponse, ou en tout cas des éléments d'appréciation de ma part. Moi, je voulais dire que cette proposition de loi s'inscrivait vraiment dans ce qu'on peut appeler une politique de tout petit pas. Moi, je le regrette vraiment beaucoup. J'aurais voulu que nous allions beaucoup plus loin. Mon groupe a déposé des amendements beaucoup plus exigeants, mais qui n'ont pas été retenus, vous l'avez compris. Et donc, pour j'allais dire, malgré tout, finaliser ce travail de petits pas, moi, je trouverais utile et intéressant que vous puissiez voter dans les mêmes termes cette proposition de loi pour qu'elle puisse devenir, malgré son caractère modeste, pour qu'elle puisse devenir effective. Quitte à ce que, ensemble ou chacun de notre côté, nous puissions à un moment donné redéposer une proposition de loi peut-être qui nous propose d'aller plus loin, car si nous modifions le contenu du texte, ici à l'Assemblée nationale, ça imposera une deuxième lecture au Sénat qui risque de ne pas être votée ou pas être retenue par le Sénat, parce qu'on a l'impression avec Dominique... Sauf s'il y a procédure accélérée, auquel cas il y a une CMP, mais voilà, le fait qu'il y ait la procédure... Alors, c'était une question, le fait qu'il y ait la procédure accélérée... Oui, c'est parce que c'est... Le fait qu'il y ait la procédure accélérée au niveau de l'Assemblée nationale permet du coup d'aller en CMP, c'est ça? D'accord. Obligatoirement, il y aura CMP, et puis de toute façon, même si nous allions plus loin, nous pourrions avoir une deuxième lecture, y compris à l'Assemblée. Hein, donc, nous pouvons nous autoriser à être ambitieux. Je trouverais satisfaisant que nous puissions voter le texte le plus rapidement possible. J'avais une seule chose à ajouter. Parmi les regrets, mon groupe avait déposé un amendement pour que les collectivités audacieuses, on va dire, qui osent aller plus loin en matière de recrutement de femmes dans les postes à responsabilité, ne soient pas pénalisées
tant que nous avions au niveau national une carence importante. Vous savez que ça a été le cas de la ville de Paris, par exemple, mais également de la ville de Lille, donc qui ont plus de femmes en responsabilité que d'hommes. Et donc, elles ont eu à payer des pénalités. Et donc, moi, mon groupe avait déposé un amendement pour qu'elles ne soient pas pénalisées. Ça, c'est aussi un de mes regrets. Voilà, merci beaucoup. Alors, je vais commencer par la fin, puisque, alors ça, c'était un sujet sur lequel je n'étais, moi, pas d'accord. Pourquoi ? Il faut qu'on ait, me semble-t-il, la parité, effectivement, dans tous les métiers et qu'on travaille à ça. Donc, ça veut dire, effectivement, former plus de femmes dans des métiers scientifiques, former plus d'hommes dans des métiers, et notamment la magistrature. En général, je justifie le fait qu'il faut qu'on ait suffisamment d'hommes dans un métier parce que sinon, les salaires se baissent trop. Donc, si on veut continuer à être bien payé, mesdames, il faut veiller à ne pas être que des femmes parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas une bonne chose. Alors après, c'est ce qu'on peut constater. La deuxième chose, c'est que de toute façon, la parité, c'est une vraie richesse. Et toutes les entreprises privées qui testent ça alors pas que la parité d'ailleurs, mais la mixité, des cultures différentes, en règle générale réussissent mieux parce que ça permet d'avoir des discussions, des débats, des visions un peu différentes, alors que si on met tous des hommes qui sortent de la même école et qui ont le même âge, ou toutes des femmes qui ont le même âge et qui sortent de la même école, on n'a pas du tout la même richesse. Donc de toute façon, le fait de veiller à ce qui est parité, c'est une plus grande richesse pour les entreprises privées, ça l'est au sens propre comme au sens figuré, et donc ça doit être aussi une plus grande richesse pour les collectivités et la fonction publique, de façon générale. Donc voilà, donc moi j'étais pour garder la parité et qu'elle soit aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et notamment, effectivement, je pense que demain, ce serait dommage qu'on ne soit jugé que par des femmes. Si on ne fait pas un travail pour faire rentrer plus d'hommes dans la magistrature, demain, nous ne serons jugés que par des femmes. Et ce serait dommage. Je pense que là aussi, il faut avoir les deux regards. Donc voilà, donc là, on est pour une parité, pour pousser plus de femmes dans la haute fonction publique, mais je pense qu'il faut réfléchir à un équilibre d'une façon générale. Moi, je vais reprendre donc mon plus grand regret, si on reprend dans ce sens-là, comme l'a fait Martine, c'est effectivement l'élargissement du nombre de postes. On est resté un peu trop en deçà de ce qu'on aurait pu faire. Ensuite, sur le stock, le flux, est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que 2029 est un chiffre magique, madame? Alors, c'est un chiffre qui surtout permettait d'éloigner le chiffre l'année que nous, on demandait, puisque nous, on voulait que ce soit dès 2025. Et effectivement, la rapporteure a considéré, après ces auditions, qu'il fallait laisser le temps aux administrations d'avancer, et donc 2029 était plus raisonnable que 2025. Et je crois qu'elle s'est aussi un peu calée sur ce qu'on avait pu faire dans la loi Rixain sur certains délais. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on a réussi à la convaincre de faire un certain nombre de choses. C'est parce qu'elle s'est rendue compte que dans le privé, on avait déjà imposé cette parité et que ce serait quand même dommage de ne pas l'imposer aussi, du coup, dans le public. Comment on peut y arriver d'ici là? Objectivement, il y a déjà des choses qui se font. Sur l'accompagnement, sur la formation, certains ministères ont déjà pris les choses en main. Je vois, notamment dans les ministères qui ne sont pas les plus simples en termes de parité, le ministère des Affaires étrangères. Réellement, aujourd'hui, ils poussent plus de femmes à devenir ambassadrices et ils accompagnent mieux ces femmes, parce qu'il est clair que sur ce type de métier où il y a beaucoup de célibat géographique, etc., il faut pouvoir accompagner les déménagements, aider à des regroupements, etc., y compris au niveau du travail. Et réellement, j'ai vu au ministère des Affaires étrangères des actions qui allaient dans ce sens. Et ensuite, ce n'est pas forcément les ministères auxquels on pense le plus qui sont le plus en difficulté. Par exemple, un des mauvais élèves, c'est le ministère de la Culture. Et là, on se dit, à mon avis, ce n'est pas une complexité liée au métier scientifique.
Donc, on doit pouvoir trouver des femmes pour rentrer au ministère de la Culture plus facilement qu'effectivement peut-être au ministère de l'Intérieur ou de la Défense. Ça demandera, et ça, ce n'est pas la loi qui peut l'imposer, il est clair, une autre façon de travailler, c'est ce qu'on disait. On n'est peut-être pas obligé de rester jusqu'à 22 heures au bureau. De toute façon, l'efficacité n'est pas forcément non plus totale. Donc, il faut forcément repenser une chose. Et là encore, j'ai tendance à dire que plus on responsabilisera les pères dans leur famille, plus ils comprendront qu'effectivement, on n'est pas obligé de rester très tard et que c'est bien de s'occuper ensemble de ce qui se passe en dehors du travail. Et donc, c'est autrement qu'il faut le regarder. Ce n'est pas forcément en le regardant que du côté du travail, mais du côté faisons en sorte que tout le monde ait intérêt à sortir tôt de son travail. Et parce que plus l'un des deux sort tard, plus l'autre s'occupe de tout à la maison quand même. Donc, cet équilibre est à trouver, me semble-t-il. Une inégalité si marche forcée, oui, ponctuellement, probablement on aura ça. Mais je vais vous donner l'exemple de Peugeot, par exemple, qui a réfléchi à comment on fait, parce qu'ils embauchaient autant de cadres supérieurs en sortie d'école, autant d'hommes que de femmes. Et puis, ils se sont retrouvés à un moment au niveau des vrais emplois supérieurs à ne retrouver quasiment que des hommes et très peu de femmes. Et en fait, dans leur façon de faire, mais ça, je vous parle d'une affaire qui a plus de 10 ans, dans leur façon de faire, il fallait faire un tour de France. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, en faisant un tour de région, c'était plus facile, notamment par rapport à ce célibat géographique qui est souvent imposé par la mobilité. C'était plus facile à faire et tout d'un coup, ils ont vu des femmes pouvoir remonter et arriver à des postes à responsabilité. Donc, il faut simplement le réfléchir autrement et du coup, ça créera effectivement moins d'inégalités. Mais c'est ce que je vous dis. Alors, c'est vrai qu'il y a déjà des inégalités. Je pense qu'au niveau de la magistrature, si un homme réussit l'écrit du concours, à moins d'insulter le jury, il a de grandes chances d'être retenu, tellement il y a peu de candidats hommes. Mais je pense que c'est aussi... enfin, voilà, c'est plutôt en amont qu'il faut aller. Et je sais que le ministère de la Justice va en amont dans les facultés pour essayer d'attirer plus d'hommes comme candidats au niveau de la magistrature. Donc, ponctuellement, il y en aura peut-être un peu, mais après, l'idée, c'est que, évidemment, ça se régule. Les collectivités avec voilà, plus de femmes, j'ai répondu. Le 20 000 habitants, alors en fait, on se rend compte que en dessous de 20 000 habitants, de toute façon, il y a une majorité de femmes. Donc, c'est presque pas le sujet. Donc, le fait de retirer le 20 000 habitants, globalement, retirait peu de choses par rapport à l'emploi des femmes. Mais je suis d'accord avec vous, Madame la Présidente, c'est plus simple de faire par rapport à un nombre de salariés. Et d'ailleurs, sur certaines... Pourquoi c'est pas passé? Parce que ça n'avait pas été suffisamment travaillé en amont. Donc là, vous avez vraiment une possibilité d'essayer de travailler la chose. Franchement, à partir du moment où on se dit qu'on peut être plus ambitieux et continuer, c'est vraiment un sujet. Je pense que si nous-mêmes, on l'avait plus creusé en amont, là, on avait un délai très court. Et donc, c'était une proposition qui n'était pas du tout sur la table. On ne parlait pas de savoir si on déplaçait d'une année ou pas. On parlait de changer la façon de voir les choses. Et donc là... voilà, on n'arrête pas de parler d'études d'impact. Alors, sans aller jusqu'à une étude d'impact, je pense que la rapporteure ne s'est pas sentie en possibilité de mesurer ça. Et à mon avis, le ministre non plus, parce que là, il faut vraiment travailler avec les collectivités pour savoir si et quel seuil serait pertinent par rapport au nombre d'agents. Sur certaines choses, d'ailleurs, on le voit, c'est lorsqu'il compte au moins 50 agents en gestion, les départements ministériels, les établissements publics, les régions, les départements, les communes, etc. C'est par rapport aux publications des écarts éventuels et donc en gros de l'index. Donc là, on le fait bien par rapport au nombre d'agents. Donc ça doit être possible. Franchement, ça doit être possible. L'index, alors l'index, non, l'index, on le sait, ça n'est pas forcément parfait, mais c'est la seule façon d'essayer de faire que la sous-préfète d'Avallon, dans l'Yonne, ne compte pas autant dans les postes que la préfète de région Île-de-France, si tant est qu'un jour on en ait une.
on peut considérer que ce n'est pas tout à fait le même poste. Pour l'instant, c'est +1 dans les 2 cas en primo-nomination. Donc, l'index permettrait une pondération sur le type de poste et permet de mesurer aussi les inégalités salariales dont on se rend compte que, y compris dans la fonction publique, ce qui peut être étonnant, avec des grades identiques, etc., éventuellement d'un ministère à l'autre, ça peut être très variable. On peut avoir des vraies disparités. Donc, avoir des index au niveau de la fonction publique pour mesurer ces écarts de salaire ou pour mesurer, mettre une pondération sur quels sont les vrais postes à responsabilité ou en tout cas une graduation dans les postes à responsabilité, ça peut être une bonne chose. Voilà, et puis oui, Émilie est repartie, mais le 50 à 45, bon, voilà, c'était le 50, c'était trop... on ne sait pas le faire, donc il faut avoir de la souplesse. C'est ce qu'on nous a expliqué en tout cas. Passer de 40 à 45, c'est un premier pas. Voilà, mais dans les deux sens d'ailleurs, hein, parce que je pense que ce 45% demain servira probablement dans certains ministères pour asservir les hommes. Très bien. Écoutez, est-ce qu'il y a des retours, peut-être des échanges? Oui, monsieur le rapporteur. En tant que rapporteur, cette fois-ci, mais j'avais bien noté la remarque, on en parlait ce midi justement avec Véronique, avec Agathe Hamel, sur la présidente de la délégation au CESE, justement, sur le fait de davantage prendre en compte plutôt le nombre d'agents plutôt que le nombre d'habitants. Par comparaison privée, on prend le nombre de salariés par entreprise, pas le nombre d'habitants de la ville où est l'entreprise. Donc on va voir si effectivement dans le mois qui est devant nous, aussi bien peut-être à la délégation aux droits des femmes que du côté de la commission des lois et avec les associations d'élus pour travailler ce critère-là, qui demandera forcément pour le coup d'avoir des échanges avec le Sénat si jamais nous allions vers une révision du modèle, puisque ce serait quand même un changement en profondeur assez fort. Mais je prends un exemple, parce que moi, dans la réflexion de baisser par exemple le seuil à 20 000, on a des communes, moi je suis élu francilien, on a des communes qui ont entre 20 et 30 000 habitants, qui ont pas mal d'agents, qui ont pas mal d'emplois fonctionnels et qui aujourd'hui ne sont pas concernés par la loi, par exemple, ce qui peut être regrettable. Mais je pense que c'est pareil en province, sur des villes de plus de 20 000 habitants, qui sont des villes de taille importante localement et qui aujourd'hui sont hors du scope aussi bien pour les primo-nominations que demain pour la mise en place de l'index. Donc vraiment regarder de près. Oui, faisons en sorte que la pertinence des indicateurs soit effective, quoi. Mais écoutez, il nous reste à vous remercier, mesdames. Nous reprenons le flambeau avec cette proposition de loi. Et puis, nous aurons plaisir à continuer ces échanges et à continuer de travailler de façon rapprochée de la sorte. En tout cas, merci pour cette première étape. Merci de cette invitation. Merci. Au revoir. Eh bien, je vous invite à ce que nous concluions nos travaux et rendez-vous donc le 16 mai à 17h pour l'adoption de la mission sur le budget genré. Voilà, je vous remercie. Au revoir.